Nicolas Gauvry, vous avez une triple formation en mathématiques, encore en normalien, il y en avait un tout à l'heure déjà. On est envahi par les normaliens. Dans mon laboratoire, il y en a aussi, ne vous inquiétez pas. En psychologie à l'Université Paris-Saint-Denis et en sciences cognitives à l'École polytechnique et l'École des hautes études en sciences cognitives. Vous poursuivez vos recherches sur le raisonnement humain à l'École pratique des hautes études à Paris. Vous êtes membre de la Société française de statistique et de l'Association française pour l'information scientifique. Vous êtes l'auteur d'une centaine d'articles et de 12 ouvrages de diffusion scientifique. Vous vous exprimez dans divers médias ces dernières années sur l'utilisation de la statistique, les différences hommes-femmes, le raisonnement et l'intelligence. Et votre conférence s'intitule « Pourquoi les coïncidences nous étonnent-elles ?» Nous vivons presque tous des événements surprenants de temps à autre, trop surprenants pour qu'ils soient dus, pense-t-on, au hasard. Je vous laisse la parole. Merci. Voilà, j'ai cherché une image de quelqu'un qui avait l'air étonné. J'ai trouvé ça. Peut-être avant de vous parler de ça, je vais vous raconter deux choses. Une anecdote qui m'est arrivée hier, parce que ça sert de réflexion. Et puis, évidemment, moi, ma réponse, ça va être une sorte de série de pistes de réflexion sur cette question qui est indiquée ici, pourquoi les coïncidences nous étonnent-elles. Évidemment, il n'y a pas de réponse tranchée, ou il y a plusieurs réponses selon les cas. Voilà ce qui m'est arrivé hier. J'ai été invité à faire une petite interview pour un documentaire sur les croyances irrationnelles. Et l'interview s'est déroulée, donc c'était la veille d'aujourd'hui, de l'ouverture de Time World sur le hasard. On m'interroge donc un peu sur le hasard et la perception des coïncidences la veille. Et ça se passait dans un restaurant qui s'appelle le numéro 13, qui était dans le 13e arrondissement. Et quand je suis arrivé devant le restaurant pour le rendez-vous, je me suis rendu compte qu'en fait ce restaurant, je le connaissais, parce qu'il n'était pas loin d'un endroit où j'habitais avant. Et je n'avais jamais fait attention qu'il s'appelait le numéro 13. Donc évidemment, j'en ai parlé avec l'équipe qui faisait le tournage, et on a été très étonnés de toutes ces coïncidences. Et la question que je me pose après coup, c'est est-ce que vraiment il s'est passé des choses étonnantes, ou est-ce que ce qui est étonnant, c'est que ça nous étonne? Parce que si j'essaye de faire l'avocat du diable et de me dire en fait, il n'y a rien d'étonnant derrière, je me demande qu'est-ce qui nous étonne là-dedans? La veille de Time World, certes, mais ce n'est pas vraiment le même thème. Ici, c'est la perception du hasard. Hier, c'était plutôt les superstitions. Il y a deux fois le nombre 13 qui apparaît. Une fois dans le nom du restaurant, le numéro 13. Une fois, parce que, évidemment, ça m'a intrigué, c'est pour ça que j'ai cherché, dans l'arrondissement, le 13e arrondissement. Si ça se trouve, les deux sont liés, et le restaurant s'appelle comme ça parce qu'il est dans le 13e arrondissement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il a été choisi par l'équipe précisément parce qu'il s'appelait le numéro 13. Donc ce n'est pas étonnant qu'il s'appelle le numéro 13. Finalement, qu'est-ce qui reste comme chose étonnante? C'est juste que j'ai eu rendez-vous dans un restaurant que finalement je connaissais. Ce n'est pas très étonnant, finalement, quand on y pense. Et une autre manière de faire, pour se dire que peut-être on est étonné par des choses qui ne sont pas si étonnantes que ça, c'est de se dire que finalement des 13, là on est étonné parce qu'il y en a deux, mais d'abord ça s'explique simplement, puis en plus il y avait plein d'autres occasions de faire apparaître des 13. Par exemple, souvent quand un restaurant a dans son intitulé un numéro, c'est aussi le numéro de la rue. Or, le restaurant numéro 13 se trouve au 6, place Rungis. Donc là, le 13 n'est pas apparu alors qu'il y avait une belle occasion. Ça aurait pu être le 13 du mois, mais ce n'était pas le 13 du mois, aujourd'hui non plus, demain non plus. Time World, ça ne tombe pas le 13 du mois. Encore une belle occasion ratée. Et il y en avait plein d'autres. La deuxième chose dont je voulais vous parler, et qui peut être peut-être une des pistes de compréhension de pourquoi on est étonné par des coïncidences, des choses qui nous paraissent un peu trop étranges pour être dues au hasard, c'est une nouvelle que j'ai vue passer sur CNews, qui nous indique que bien que 87% de la population soit vaccinée en Israël, 40% des malades sont vaccinés. Et bien sûr, ce qu'il faut comprendre, et l'impression que ça nous fait tout de suite, c'est dingue qu'il y ait autant de vaccinés parmi les malades si le vaccin fonctionne. Et alors, je ne sais pas si ça vous fait cet effet-là, mais en fait, même quand je l'entends maintenant, ça me fait le premier réflexe que j'ai quand j'entends ça, c'est de me dire effectivement, 40% de vaccinés parmi les malades, ça fait beaucoup. Sauf qu'en fait, ce n'est pas du tout le chiffre qui nous intéresse. Le chiffre qui nous intéresse, ce serait le pourcentage de malades parmi les vaccinés, par exemple.
Est-ce qu'il est plutôt plus bas que chez les autres ou pas? Et apparemment c'est le cas, puisqu'il y a 90% de la population qui est vaccinée et seulement 40% de vaccinés parmi les malades. Et puis vraiment, le chiffre le plus intéressant, évidemment, c'est le nombre de malades tout court. Mais ça, ce n'était pas indiqué. Et là, il y a une erreur qu'on fait classiquement, c'est un des biais, le fameux biais dont on parle tout le temps, qui est, on peut le présenter comme ça, en tout cas une sorte d'inversion. On inverse la probabilité d'être vacciné sachant qu'on est malade et la probabilité d'être malade sachant qu'on est vacciné, qui n'est pas du tout la même chose. Parce qu'en fait, 40%, c'est exactement le pourcentage qu'on s'attend à trouver avec un vaccin qui est efficace à 90% quand on fait le calcul. Et quand on y réfléchit, si on va plus loin et qu'on vaccine tout le monde et qu'il y a quand même 1 ou 2 malades malgré ça, 100% des malades seront vaccinés puisque tout le monde sera vacciné. Si on veut réduire, il y a une méthode très simple par contre, si on veut réduire le nombre de vaccinés parmi les malades, c'est de vacciner personne. Ça fera 0% de vaccinés parmi les malades. Ça, c'est imparable. Ça marche à tous les coups. Alors, je vais vous faire une sorte de définition, en quelque sorte. On va réfléchir ensemble plutôt, pour essayer de chercher une définition de ce que peut être une coïncidence, enfin en tout cas le type de coïncidence qui nous étonne. Parce que peut-être certaines coïncidences ne nous étonnent pas. Non, on va voir ça ensemble. Je vais faire en plusieurs étapes. Pour qu'il y ait coïncidence, d'abord il faut qu'il y ait co-occurrence de 2 événements. Alors on pourrait peut-être assouplir un peu. Co-occurrence, ça veut dire 2 événements qui arrivent en même temps. En réalité, ce n'est pas forcément en même temps. On peut être surpris et trouver que c'est une coïncidence que, par exemple, 2 personnes qui se connaissent bien soient allées tous les 2, mais pas à la même date, en juillet, au même endroit. Ou même, éventuellement, pas à la même année, mais à la même date. Donc, ce n'est pas forcément vraiment une co-occurrence, mais on va prendre ce cas-là. Donc, co-occurrence de 2 événements, voilà ce qui pourrait être un point de départ pour définir une coïncidence. Mais j'avais vu passer une blague qui était, ça consiste à dire, le monde est vraiment, vraiment petit, c'est incroyable. Il y a des coïncidences qu'on ne peut pas expliquer. Par exemple, mes 2 parents se sont mariés exactement le même jour de la même année dans le même petit village. C'est complètement dingue. Et évidemment, ça ne s'appelle pas une coïncidence. Ça ne s'appelle pas une coïncidence parce que ce n'est pas dû au hasard et qu'ils se sont mariés au même endroit et à la même date parce qu'ils se sont mariés ensemble. Donc il faut rajouter une co-occurrence due au hasard. Si ce n'est pas dû au hasard, ça ne suffit pas. Alors, juste une co-occurrence due au hasard, en général, on ne va pas appeler ça une coïncidence. Je ne vais pas vous donner d'exemple parce que je n'ai pas de bon exemple ici, mais si vous avez 2 choses qui se produisent en même temps, qui toutes les 2 sont très courantes, et il n'y a rien de particulier à leur apparition, donc si c'est probable, disons, on ne va pas appeler ça non plus une coïncidence. Donc il faut rajouter un élément, sans doute, qui serait quelque chose d'improbable. Co-occurrence de 2 événements improbables, mais qui est quand même dû au hasard, ça, voilà, ça commence à ressembler aux coïncidences, en tout cas le type de coïncidence qui nous étonne. Alors là, vous avez un portrait de Will Smith, parce que quand j'ai été regardé sur Wikipédia, j'ai découvert que Will Smith avait la même date d'anniversaire que moi. Voilà. Alors, on n'est pas nés la même année, hein, je suis beaucoup plus jeune, mais on a la même date d'anniversaire. Alors ça, c'est, on pourrait dire, il y a presque tous les ingrédients pour faire une coïncidence, sauf que ce n'est pas très étrange, en fait, et les gens ne sont pas épatés de savoir que j'ai la même date d'anniversaire que Will Smith. Parce qu'il manque un élément pour que ce soit le genre de coïncidence qui nous étonne. Il faudrait qu'il y ait quelque chose en plus. Quelque chose qui aurait pu nous faire penser que soit que ce serait bizarre, soit qu'il y aurait une bonne raison pour qu'on soit né le même jour. Par exemple, si Will Smith était mon acteur fétiche depuis tout le temps et que j'en parle tout le temps, alors là, ce serait peut-être étonnant d'apprendre ça. Alors j'ai cherché, du coup j'ai trouvé quand même quelque chose. C'est que Will Smith, comme moi, on est né exactement, jour pour jour, 9 mois après Noël. Donc si ça se trouve, je ne sais pas ce que faisait le Père Noël, mais si ça se trouve, on est peut-être demi-frères. Mais il faut rajouter en tout cas quelque chose comme ça pour que ça nous étonne. Il faut que ce soit improbable, ou que ça nous paraisse improbable en tout cas, qu'il y ait une co-occurrence donc, et qu'en plus, il y ait un sens qu'on puisse lui donner. Et il y a quelque chose d'étrange avec les coïncidences, c'est que la plupart du temps, quand on parle de coïncidence, c'est pour dire que ça n'est pas une coïncidence. Les phrases types, si je vous demande de compléter, par exemple, le début de coïncidence pour l'interrogation, la suite n'est pas « ouais, probablement », la suite c'est « je ne crois pas ». Voilà. En général, quand on parle de coïncidence, c'est pour ça.
pour dire c'est trop étrange pour que ça soit vraiment arrivé par le hasard. Alors, ce n'est pas systématique, mais ça peut arriver. Alors ça sert les coïncidences, du coup, et le fait que ça nous étonne, en tout cas, ça peut servir à faire des blagues, par exemple comme ça, parce qu'on suggère quelque chose, on suggère que ça n'est pas une coïncidence, donc, et qu'il y a vraiment un lien, comme on pourrait l'imaginer. Et ça peut aussi servir à appuyer tout un tas de théories, qui d'ailleurs parfois peuvent être vraies, mais enfin aussi des théories fausses. Et puis alors si ça vous intéresse, par exemple, de voir le lien entre ça et puis les théories du complot, je vous invite à aller assister à la conférence de mon collègue Pascal Wagner-Egger demain, qui fera quelque chose de très intéressant, j'en suis sûr. Mais en tout cas, le fait est que, puisque les coïncidences nous étonnent, c'est un très bon argument, rhétorique au moins, pour nous faire penser que deux choses ne sont pas le fruit du hasard, donc toujours avec cette utilisation en négatif. Par exemple, on pourrait dire que, comme par hasard, vous allez voir qu'il risque d'y avoir des attentats juste avant les élections. Quand on dit ça, évidemment, on suggère que, en fait, ce n'est pas par hasard si ça se produit. Ou alors, comme par hasard, parce que je ne sais pas exactement quelle a été l'intention derrière la citation, mais peut-être le comme par hasard, c'est comme par hasard, on va parler des attentats juste avant les élections, qui suggère encore que ce ne sera pas un hasard. Donc, soit c'est des attentats qui ont été fomentés, soit on parle des attentats pour orienter la population, mais dans les deux cas, évidemment, quand on dit ça, on suggère qu'il y a une intention derrière et que ce n'est pas par hasard. Voilà, là c'est une sorte d'illustration peut-être de ce à quoi on peut arriver avec les coïncidences pour vous montrer à quel point ça peut être étonnant. Et j'étais très étonné quand j'ai découvert le grand mystère du nombre 7 qui entoure la vie de Ronald Reagan. Vous trouvez ça très facilement sur Internet. Il y a des gens qui pensent que les nombres nous enseignent des choses et nous envoient des informations. Il y a même toute une théorie sur la manière dont les anges nous indiquent ce qu'il faut faire de notre vie en nous envoyant des nombres. Bon. Alors ici, c'est pour Ronald Reagan, et puis vous voyez donc dans cette petite description, je ne vais pas en dire trop parce que vous voyez tout, mais il y a beaucoup de chiffres 7 dans la vie de Ronald Reagan. Et ça peut paraître très étonnant. Par exemple, cette année où il fut sauveteur, il sauve 77 personnes, que des 7. C'est vraiment très étonnant. On peut se dire que c'est quelque chose qui ne doit pas être simplement le fruit du hasard. Et donc, évidemment, on a envie de dire coïncidence, je ne crois pas. Alors, comme je me dis que peut-être on s'est trompé sur le nombre 7, et que peut-être ce n'est pas tout à fait le bon, je me suis dit, je vais essayer avec 6 pour voir ce que ça donne. Et voilà ce que j'ai fait en à peu près 10 minutes sur Wikipédia, tapant Ronald Reagan. J'ai découvert que Ronald et Reagan, à chaque fois, c'est 6 lettres, comme par hasard, qui est né un 6 février comme par hasard, réélu un 6 novembre comme par hasard, etc. Il y en a autant. Ça m'a pris 10 minutes. Donc là, évidemment, une fois qu'on a vu le contre-exemple, en quelque sorte, on comprend bien ce qui se passe, c'est qu'en fait, on avait sous-estimé peut-être toutes les occasions qu'on avait de faire apparaître des chiffres, et donc notamment le 7 ou un autre. Ça aurait pu aussi bien marcher sûrement avec d'autres. Du coup, peut-être ce qui est étonnant, mais peut-être pas, mais peut-être que ce qui est étonnant, c'est plutôt notre étonnement et non pas ce qui se produit en réalité. Et alors maintenant, je vais me poser la question de savoir pourquoi est-ce qu'on est étonné, et puis on va passer peut-être des cas. Tout à l'heure, il y a des cas un peu différents sans doute. Parfois, il y a des choses qui se produisent vraiment au hasard, et en fait, on pourrait tout à fait argumenter qu'on a raison quand même d'être étonné, c'est juste que le hasard produit plein de choses, et que parfois, il produit des choses étonnantes, et on pourrait même dire qu'il produit tout le temps des choses très étonnantes, et on peut même dire ça. On peut dire que tout ce qui se produit tout le temps était très improbable. Si je prends juste un exemple tout bête, il fait une certaine température ici. J'imagine qu'à un endroit précis, on doit pouvoir mesurer très précisément la température. Et la température très exacte qu'il fait avec 3, 4 chiffres, je ne sais pas ce qui est possible physiquement, avec autant de chiffres qu'on peut après la virgule en degrés Celsius, cette température-là, exactement à cet endroit-là précis, juste maintenant, c'était très improbable. On peut savoir à peu près la température qu'il fait, mais celle-ci exactement, c'était improbable. À chaque fois qu'on a des grandeurs continues, comme ça, il y a plein de possibilités. Et ce qui se produit exactement, du coup, c'était même parfois, on pourrait dire, de probabilité nulle. Donc c'est normal qu'il se produise des choses improbables, ça se produit tout le temps. Et parfois, ça donne aussi des coïncidences. Ça, c'est un témoignage que j'ai trouvé sur Réinfo Covid.
de quelqu'un qui explique que sa mère, âgée et qui souffre déjà depuis plusieurs années de démence sénile, a été obligée de se faire vacciner et que peu de temps après, alors j'ai enlevé des morceaux parce que c'était trop long, mais c'est quelques semaines après, si c'est indiqué quand même, quelques semaines après, elle a eu un diagnostic d'anévrisme cérébral et pour lui c'est évident qu'il y a un lien de cause à effet entre les deux. Ça peut très bien, alors je ne sais pas évidemment, hein, je n'ai pas la réponse, mais ça peut très bien être le fruit du hasard, surtout si on prend en compte le fait que beaucoup de gens ont été vaccinés, et donc évidemment beaucoup de gens ont été vaccinés et ont eu des problèmes de santé sans rapport avec le vaccin après. Et un mathématicien australien, qui s'appelle Austin, qui a eu accès, alors il a publié ça dans un article qui ne portait pas sur les coïncidences, ni même sur ce dont je vais vous parler ici, mais il a eu accès à plus d'1 million de données, enfin, des données sur plus d'1 million de personnes dans les hôpitaux australiens, et il sait pourquoi les gens se retrouvaient à l'hôpital. Et il a coupé l'échantillon qui était vraiment énorme, il l'a coupé en deux, de manière aléatoire, il a gardé 500 000 personnes, enfin, vous imaginez la base de données, 500 000 personnes pour qui on sait pourquoi ils étaient à l'hôpital, les diagnostics, et il a fait des statistiques, parce qu'il a aussi la date de naissance, avec les signes astrologiques correspondants. Donc voilà ce qu'il a découvert. Il y a beaucoup de choses qui ressortent sur ces 500 000 personnes. Et donc par exemple, pour les taureaux, vous risquez diverticule du côlon, c'est le truc qui revient le plus souvent chez les taureaux, mais beaucoup plus que chez les autres, de manière significative. Si vous êtes balance, attention, risque de fracture du bassin. Pour les gémeaux, il faudrait peut-être faire attention avant de conduire. Et pour les cancers, obstruction intestinale, la bonne nouvelle, c'est que c'est sans hernie. Ça, c'est bien. Voilà, et puis peut-être vous imaginez la suite. Il a regardé si tout ce qu'il avait trouvé sur les 500 000 premiers marchait sur les 500 000 autres, ça ne marche pas du tout. Rien. Voilà, ça c'est un exemple. En fait, l'article avait pour but, évidemment pas ce que je vous ai énoncé ici, mais de montrer que quand on teste beaucoup de choses, c'est ce qu'il a fait, puisqu'il a testé tous les signes astrologiques et toutes les maladies répertoriées, on trouve plein de corrélations, de liens qui sont réels, qui existent vraiment dans les données, mais qui en fait sont juste le fruit du hasard. Voilà, parfois il y a des causes inconnues, alors qu'on ne connaît pas, qui se cachent derrière, et donc on est étonné par une coïncidence, qui en fait n'est pas une coïncidence, donc on a raison d'être étonné du coup, parce que simplement il y a des causes derrière. Par exemple, l'image qu'il y a ici, c'est pour représenter une pluie de météorites qui se produit régulièrement le 12 août, pour des raisons bien connues des gens qui étudient ça, parce que la Terre traverse un champ laissé par une comète, un champ de petits cailloux qui crée les étoiles filantes. Donc si vous avez remarqué qu'il y avait beaucoup d'étoiles filantes le 12 août, si ça correspond en plus pour vous à quelque chose, ce sera encore plus étonnant. Par exemple, c'est l'anniversaire de ma fille. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'étoiles filantes ce jour-là, et c'est simplement qu'il y a une cause que peut-être on ne connaît pas. Voilà, là vous avez un truc parodique qui reprend la même idée. Le journal de Gotham qui déplore cette triste coïncidence, la mort simultanée de Batman et de Bruce Wayne le même jour. C'est vraiment pas de chance. Le directeur du musée des sciences de Barcelone était en 98, si je me souviens bien, en Amazonie, et il a observé un phénomène très étrange. C'est rapporté par un collègue physicien, Lévi Leblond. Ils ont observé, ils étaient en surplomb, comme ça, ils ont observé un moment plein d'oiseaux qui s'envolaient, mais de plusieurs endroits de la forêt, en même temps. Et non seulement ça, déjà, en soi, c'est étrange, mais ça s'est produit plusieurs fois en plus. Du coup, on peut se dire c'est vraiment bizarre, quelle pourrait être l'explication? Est-ce qu'il y a une sorte de télépathie chez les oiseaux, quelque chose comme ça? Et en fait, la clé du mystère, ils l'ont trouvée après, et c'est donc qu'il y avait une cause inconnue. C'est que c'était pendant la Coupe du Monde de football et qu'il y avait des gens dans des camps répartis un peu partout qui écoutaient la radio et à chaque fois qu'il y avait un but, tout le monde se mettait à crier, ça faisait s'envoler les oiseaux. Ça aussi, c'est des choses qui arrivent, une cause comme ça inconnue. Le fait qu'on soit étonné par des coïncidences comme ça peut... Du coup, ce n'est pas des coïncidences, au sens où je les définis, ou par des co-occurrences en tout cas, ça peut nous permettre du coup de trouver la cause, parce que si on n'était pas étonné, on se dirait juste que ça doit être le hasard. Et là, en cherchant, on finit par trouver qu'il s'est produit quelque chose. Si vous cherchez coïncidence, pour donner encore un exemple du même type, coïncidence étrange sur Internet, vous allez peut-être tomber là-dessus. La vie stupéfiante de Violette Jessop,
qui s'est trouvé être sur 3 bateaux, le Titanic, le Britannique et l'Olympique, si je me souviens bien. Donc 3 noms de gros bateaux qui se terminaient en ic tous les 3. Et les 3 ont sombré, et les 3 fois, elle a été rescapée. Donc, conclusion de l'histoire sur plein de sites un peu ésotériques, c'est clair qu'on a chacun un destin et que son destin à elle n'était pas de mourir noyé. Mais c'est vrai que c'est étonnant. Bon, après, on peut se dire, c'est peut-être pas si étonnant parce qu'il y a tellement de monde. Peut-être que finalement, sur tant de possibilités, que ça arrive une fois, c'est peut-être pas étonnant. Bon, mais en tout cas, il y a quand même des explications ou des débuts d'explications derrière. Par exemple, le fait que Violette Jessop travaillait pour la compagnie. Et c'est pour ça aussi que les noms des bateaux se ressemblent. Après, on peut aussi voir, ce n'est pas une explication, ce n'est pas une variable cachée, mais on peut se dire que ce n'est pas si étonnant que ça d'avoir survécu aux 3 naufrages quand on apprend qu'en fait, à part le Titanic, les autres, ça n'a pas été dramatique. Dans un des cas, il n'y a eu aucun blessé. Dans l'autre, il y a eu quelques blessés légers, mais c'est tout. Le seul truc qui reste vraiment étonnant, c'est que l'accident du Titanic, ça a été le 2e, et qu'elle est quand même restée à la compagnie et qu'elle est quand même remontée sur un bateau. Et je ne sais pas ce qu'elle a fait après le 3e naufrage, mais donc il y en a un qui coule vraiment. Il y en a un qui a réussi à rentrer quand même au port. Autre chose qui peut se produire, donc c'est un cas différent si on veut, c'est il y a des paradoxes, peut-être vous en avez déjà entendu parler là, ce matin, des paradoxes en probabilité, en statistique, donc des choses qu'on a du mal à comprendre. Donc je vous ai donné un exemple peut-être tout à l'heure de biais où on pourra placer un paradoxe si on veut, avec l'exemple des vaccinés parmi les malades. Par CNews, mais le plus classique et dont je vais vous parler, c'est le paradoxe des anniversaires. Bon, peut-être que beaucoup le connaissent, je vais un petit peu vite, mais dans une assemblée, quand vous avez un certain nombre de personnes, vous pouvez regarder la date d'anniversaire, donc jour et mois, mais pas l'année. Donc par exemple, s'il y a Will Smith, déjà, on est 2, pour 9 mois après Noël. Donc. Mais on n'arrive pas à bien imaginer en fait, la probabilité que dans une assemblée pas très grande, de 25 personnes par exemple, il y ait 2 anniversaires qui coïncident. Et quand on fait le calcul, ce n'est pas un calcul compliqué, probabiliste, on trouve que c'est déjà à peu près une chance sur 2. Et là, vous voyez la courbe, vous voyez qu'à 50 personnes dans une salle, c'est quasiment certain que 2 personnes ont la même date d'anniversaire. Alors pourquoi c'est un paradoxe? Parce que ça se calcule simplement, mais le paradoxe vient juste de notre impression, parce que nous, on a l'impression que s'il y a que 50 personnes, 50 dates possibles, ce serait bizarre qu'il y en ait 2 qui coïncident. En fait, ça n'a rien de bizarre du tout. C'est tout à fait naturel. Et le paradoxe d'anniversaire, ça me fait penser à toute une théorie qui s'appelle la psychogénéalogie, peut-être vous en avez entendu parler, qui a au moins un aspect pas très rigoureux, en lien vraiment avec le paradoxe d'anniversaire. En psychogénéalogie, on considère que si vous allez mal, probablement c'est à cause de ce qui s'est passé dans votre famille dans les générations passées. Ça peut être vos parents, mais ça peut être vos grands-parents, ça peut être un grand-oncle, un arrière-grand-oncle. On peut remonter très loin comme ça. Donc ce qu'on fait en psychogénéalogie, c'est qu'on construit une sorte d'arbre généalogique en allant chercher chez les ancêtres. Donc souvent, j'imagine, ça doit être intéressant, ça leur ressemble à une enquête. On va chercher la vie de nos ancêtres pour voir quand ils sont nés, quand ils sont morts, s'ils ont eu des accidents, etc. Et puis, on essaye de voir s'il y a des dates qui coïncident, des choses qui coïncident. Et alors, ce qui est étonnant, là où c'est... Parce qu'évidemment, c'est tout à fait crédible de se dire que si, par exemple, on a des parents dépressifs, ça peut expliquer pourquoi nous aussi, on est dépressifs. Par contre, si on a un arrière-grand-oncle dont on n'a jamais entendu parler, qui s'est suicidé un 13 février, penser que c'est pour ça qu'on s'est mis à déprimer un 13 février, là, c'est plus compliqué à croire. Mais bon, c'est ce genre de choses qui se passent des fois en psychogénéalogie. Donc ça évoque un peu l'histoire des anniversaires. Alors ce n'est pas tout à fait la même chose, parce que ce qu'on essaye de faire en psychogénéalogie, c'est une correspondance entre, d'une part, des événements importants qui vous sont arrivés à vous. Donc quand est-ce que vous avez commencé à vous sentir mal, à quel moment vous avez fait un truc désespéré, je ne sais quoi, et un autre ensemble de dates qui est toutes celles que vous pouvez trouver, alors il y en a facilement 50 ou 100, parmi vos ancêtres, en allant chercher. Ce n'est pas tout à fait la même chose, le paradoxe est un peu moins fort, ça s'appelle le paradoxe des anniversaires à 2 listes. Là, comme j'ai plus les détails, je ne me souviens plus exactement ce que c'est, mais là, je crois que la courbe rouge, c'est ce qui se passe quand vous avez 10 dates dans votre liste,
et le nombre de dates donc, dans la seconde liste se trouve en abscisse. Donc vous voyez que si vous avez 10 dates dans votre liste et qu'il y en a 70 dans la seconde liste, autrement dit, il y a 10 dates importantes pour vous et vous en trouvez 60 chez vos ancêtres, la probabilité qu'il y ait une correspondance entre l'une de vos dates et une date chez vos ancêtres est très élevée. Voilà, je n'ai pas les chiffres exacts, mais vous voyez à peu près à quoi ça ressemble. Alors peut-être qu'il y a un truc qui revient assez souvent, c'est qu'on n'a pas conscience de toutes les possibilités qui ne sont pas réalisées. C'est peut-être ça qu'on a vu avec l'exemple de Ronald Reagan. On ne se dit pas, en voyant la liste de 7, on peut être très étonné, c'est juste parce qu'on n'imagine pas toutes les autres lignes qu'on peut écrire sur la vie de Ronald Reagan où il n'y a pas de 7. Et ça, c'est un cas peut-être assez fréquent qui explique notre étonnement face à des coïncidences. Alors, je vais prendre un autre exemple comme ça, où on n'imagine pas bien le nombre de possibilités. Je vais prendre ces hypothèses-là. J'imagine qu'une fois par an, chaque personne rêve de la mort de quelqu'un qu'il connaît. Bon, c'est pas très joyeux. Et on va dire que c'est un rêve prémonitoire, d'un genre très triste mais souvent cité, si la personne décède effectivement dans la semaine qui suit. Et je vais supposer que en fait, tout ça c'est complètement aléatoire, c'est-à-dire on rêve d'une personne au hasard, parmi celles qu'on connaît, et qu'il n'y a pas de lien en fait avec la réalité, entre le rêve et la réalité. Évidemment, c'est peu probable. Il y a des chances qu'on rêve plus de quelqu'un qui vient d'apprendre qu'il a une maladie grave, ou de quelqu'un qui est à risque, ou de quelqu'un qui est plus âgé, des choses comme ça. Mais même si on suppose que c'est complètement aléatoire, si on fait le calcul, on arrive à la conclusion qu'il devrait y avoir 10 rêves prémonitoires par jour en France, juste en France. C'est-à-dire que 10 fois par jour, il y a des gens qui rêvent de la mort de quelqu'un qui va effectivement mourir dans la semaine qui suit, juste par hasard, avec les hypothèses que j'ai indiquées ici. C'est pas du tout intuitif, ça. Et si nous, on n'entend parler que des 10 rêves prémonitoires par jour, évidemment, on va se dire il y a quelque chose. En plus, même si on est rationaliste, il y a toujours des explications qui ne sont pas liées au hasard. On peut toujours se dire c'est que même sans le savoir vraiment consciemment, on a dû détecter des trucs. On a dû voir qu'il n'allait pas bien, et puis c'est pour ça qu'on a fait le rêve. Mais en tout cas, il nous faut une explication autre que le hasard, parce que c'est trop étrange, 10 par jour. Et c'est pourtant ce à quoi on arrive, juste par hasard. Il y a un autre exemple qui est souvent cité, du coup je fais une petite parenthèse là-dessus, souvent cité sur les coïncidences étranges, c'est quand on rencontre quelqu'un, alors je vais prendre la version un peu plus large. Vous rencontrez quelqu'un en voyage par exemple, et puis en discutant vous apercevez que vous avez un ami en commun, ou, si on va un petit peu plus loin, que vous connaissez quelqu'un, que l'autre personne connaît quelqu'un et que ces deux personnes-là se connaissent. Voilà, tout ça, ça nous étonne, c'est ce qui nous fait dire le monde est petit. Et ça, j'en parle parce que je trouvais ça amusant qu'il y ait effectivement une manière mathématique de voir les choses. Voilà, il y a un article qui a fait du bruit là-dessus, sur les petits mondes, maintenant on appelle ça des petits mondes, des réseaux. Donc, vous pouvez imaginer comment sont les réseaux entre les personnes. Donc chaque point ici, si vous prenez l'exemple qui est à gauche, régulier, chaque point représente une personne. Et chaque trait correspond à un lien de connaissance. Donc vous connaissez la personne. Dans le cas régulier, c'est très simple, vous êtes quelque part et vous connaissez vos voisins. Ce n'est pas forcément géographique, hein. Ça peut être des voisins intellectuels ou je ne sais quoi. Enfin, si on imagine que c'est géographique, vous connaissez les gens qui sont à côté de vous. Et tout le monde est comme ça. Donc ça, c'est un monde régulier. Vous pouvez avoir un monde complètement aléatoire, où, par exemple, tout le monde connaît 3 personnes, mais qui peuvent être n'importe où dans le monde. Ça, ce sera un truc complètement aléatoire. Et entre les deux, on peut créer des réseaux, donc artificiels, hein, c'est théorique, qu'on va appeler des petits mondes, où il y a un mélange des deux. C'est-à-dire, en général, vous connaissez vos voisins, plus, de temps en temps, des personnes comme ça qui peuvent être n'importe où dans le monde. Bon, ça correspond assez bien à ce qu'on peut imaginer de la réalité. Et quand on regarde, en fait, dans les petits mondes, on va étonnamment d'une personne, de n'importe quelle personne à n'importe quelle autre, en peu de pas. Peut-être vous avez entendu parler de ça, qu'on est tous à, alors c'est un peu exagéré, mais qu'on est tous à 5 ou 6 poignées de main du président ou de n'importe qui d'autre. C'est un peu ça qui est là. Là, c'est encore un paradoxe qui, en fait, s'explique, je vais passer ça, s'explique assez simplement. J'ai pas mal parlé de nombre déjà tout à l'heure, parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui revient souvent dans les coïncidences. Alors là, par exemple, vous avez quelque chose qui ressort pas mal, c'est le miracle du nombre 19 dans le Coran. Je vous laisse regarder, mais vous pouvez en trouver très facilement beaucoup plus sur Internet, si vous voulez. Il y a aussi un miracle du nombre 7
etc. Je vous redonne un exemple pour vous montrer ce qu'on peut faire avec ça. J'ai pris la phrase « Il n'y a pas de miracle du nombre 7 dans cette phrase », et voilà ce que j'ai trouvé. Donc vous voyez qu'il y a plein de coïncidences en fait, qui montrent que le nombre 7 apparaît particulièrement souvent dans cette phrase, puisque le 7e mot contient 7 lettres, c'est quand même bizarre, qu'il y a un multiple de 7, 7 fois 8 caractères, etc., etc. On peut continuer. Et vous voyez tout ce qu'on peut faire, et c'est ce que font les gens effectivement pour le miracle du nombre 19, par exemple, c'est-à-dire qu'ils cherchent si 19 apparaît, ou si des multiples de 19 apparaissent, ou si en faisant la somme des chiffres d'un nombre, on trouve 19, etc. Et en fait, quand on fait ça, il est très facile de trouver des 7, plus facile que des 19. Et j'avais fait l'essai en mettant ici, si vous regardez, là c'est tous les nombres de 0, je crois, non, j'ai commencé à 1, de 1 à 400, hein, qui chacun représente une case, et puis toutes celles qui sont coloriées, c'est celles qu'on peut relier au chiffre 7. Ça se termine par 7, c'est un multiple de 7, ça commence par 7, la somme fait 7, etc., et on pourrait en imaginer d'autres. Et donc vous voyez que ça représente en fait une quantité non négligeable, c'est quasiment la moitié des nombres qu'on peut raccrocher à 7 si on a envie. Donc si vous prenez Ronald Reagan, vous imaginez qu'il y a des biographies complètes, j'imagine, de Ronald Reagan, avec probablement des centaines et des centaines de chiffres, de nombres. Si on peut rattacher la moitié à 7, ça va en faire beaucoup. Dans le même esprit, peut-être vous avez entendu parler, alors c'est plus des chiffres, c'est des lettres, mais des codes de la Bible. Il y a des gens qui pensent que tout est écrit à l'avance dans la Bible. La seule chose étonnante, c'est qu'ils n'aient jamais rien trouvé qui ne soit pas encore produit. C'est toujours des post-dictions. C'est-à-dire qu'ils trouvent que des choses étaient prédites, mais c'est des choses qui se sont déjà passées. Et l'explication toute simple, c'est simplement parce qu'en fait, on peut trouver à peu près tout et n'importe quoi avec ce système qui consiste à placer les lettres, comme elles sont ici, dans des grandes matrices, et puis à chercher si, en sautant de lettre en lettre de manière régulière, on arrive à faire des mots. Et donc si vous avez à la fois Obama, président USA, par exemple, ça c'est un morceau de la Bible, ça veut dire que la Bible avait prévu que Obama serait président aux USA. Et donc j'ai un collègue qui s'est amusé à mettre ça par ordinateur et qui a trouvé dans la Bible, et là pour le coup c'était peut-être à l'avance, poulet frites midi, et effectivement il y avait du poulet frites, mais on trouve aussi Dieu détestable ou Mars ovni méchant. Attention. Voilà, je vais terminer en me demandant à quoi ça sert, et vous engagez à faire pareil, à quoi ça sert de voir des coïncidences comme ça et d'être étonné par les co-occurrences improbables. D'abord, ce n'est pas un truc spécifiquement humain. Là, je vous ai mis un pigeon pour vous raconter une expérience historique amusante de Skinner. Skinner, c'est un des fondateurs de la psychologie comportementale, et il avait l'habitude de mettre des pigeons dans des boîtes, qu'on appelle des boîtes de Skinner. Et puis il leur faisait faire des trucs, l'objectif c'est de leur apprendre à faire quelque chose. Et un jour il a eu l'idée, donc quand on veut qu'ils fassent quelque chose, chaque fois qu'ils le font, ils ont une récompense, une graine, et puis on finit par renforcer comme ça ce qu'on veut. Ça peut être efficace, par exemple, on peut apprendre à des pigeons à trier les cailloux dans les lentilles, mais ils apprennent tellement lentement et ils oublient tellement vite que finalement c'est pas rentable. Mais enfin c'est possible. Et puis un jour il s'est demandé ce qui se passerait si on mettait de manière pas vraiment aléatoire, en fait c'était régulier, toutes les 10 secondes par exemple une graine, indépendamment de ce que fait le pigeon, et il a observé quelque chose de tout à fait étonnant, c'est que le pigeon refait après en boucle ce qu'il était en train de faire juste avant d'avoir vu la graine, parce que probablement il a fait le lien entre les deux, c'est pas une coïncidence si j'ai une graine juste maintenant quand j'avais les ailes comme ça, donc après il met les ailes comme ça, et comme ça marche de temps en temps, et ben ça le renforce dans son comportement. Voilà. Et ça marche aussi avec les humains. Alors on ne les met pas dans des boîtes, on les met devant un ordinateur, on leur dit c'est un jeu, il y a un clavier, il faut avoir le plus de points possible, puis il y a des points qui apparaissent et qui augmentent de manière complètement aléatoire, et les gens finissent par découvrir, entre guillemets, des règles qui n'existent pas. Et donc par exemple, ils découvrent qu'il faut appuyer sur la barre espace pendant 2 secondes, mais il faut avoir attendu assez avant, et ensuite appuyer sur B, puis ça fait des points. Voilà. Et puis ils arrivent à se renforcer eux-mêmes, et ça donne ça. Donc c'est quelque chose d'assez répandu, et on imagine que ça doit avoir un intérêt pour que ça perdure comme ça. Ça permet... Oui, je ne sais pas exactement pourquoi c'est là, je ne sais plus le fil de mon truc, mais ça permet de découvrir des structures, en tout cas dans des choses aléatoires, comme ici, probablement. Et ça nous induit en erreur quand on a l'impression que des choses sont liées et qu'on élabore des théories complètement fumeuses pour expliquer des vraies coïncidences qui sont juste là par hasard. Mais c'est quand même ça qui fait toutes les découvertes
Tout à l'heure, on parlait de sérendipité, par exemple. Toutes les découvertes, ça vient aussi du fait qu'on a remarqué des régularités, qu'on a remarqué des co-occurrences, des choses qui se suivent. Donc c'est quand même très utile. Et ben, pour terminer, pour montrer l'utilité que ça peut avoir, voilà, c'est un extrait du livre qu'on a écrit avec Jean-Paul Delahaye, qui raconte cette histoire d'un curé à Naples qui voit un homme lançant 3 dés et qui obtient 3-6. Et puis il recommence, à nouveau 3-6. Par le sang de Dieu, s'exclame le curé. Les dés sont pipés. Et effectivement, il l'était. Et dans la vraie vie, il y a eu une histoire comme ça en 2008, si je me souviens bien, de quelqu'un qui jouait au poker, un novice, a priori, hein, c'était un petit nouveau, il joue au poker en ligne, et en une soirée, il a complètement laminé des grands spécialistes qui ont l'habitude de jouer au poker. Mais le poker, c'est un jeu aussi de hasard, donc il a pu avoir beaucoup de chance. Sauf que les gens qui se sont fait plumer n'ont pas cru qu'il avait beaucoup de chance, ils ont pensé que ce n'était pas une coïncidence et qu'il devait y avoir quelque chose derrière, et ils avaient raison. Parce que le type en question, il avait travaillé avant pour l'entreprise qui avait développé le logiciel, et il s'était aménagé une petite porte d'entrée pour voir le jeu de ses adversaires. Donc grâce à notre sensibilité, qui nous trompe parfois aux coïncidences, on arrive comme ça à déjouer par exemple des tricheurs. Voilà, donc vous avez des éléments de réponse. Parfois il y a des vraies coïncidences, mais on ne le voit pas à cause des paradoxes. Donc ça, c'est des bugs de notre cerveau. Parfois il y a des vraies coïncidences qui sont juste des vraies coïncidences, c'est juste dû au hasard, il n'y a rien d'étonnant. Mais ce n'est pas irrationnel qu'on soit étonné, parce que c'est juste que le hasard, cette fois-ci, a produit quelque chose de particulier. D'autres fois, il y a des variables qu'on ne connaît pas. Et peut-être que si on est si sensible aux coïncidences, c'est parce qu'en fait, ça sert dans la vie, ça sert à faire de la science, ça sert à découvrir des relations de cause à effet ou à détecter des tricheurs. Voilà, je m'arrête là. Merci beaucoup. Je ne vais pas garder la parole longtemps. Je vais juste faire mon intéressant. Le petit bonhomme de neige que vous avez montré, ça s'appelle une pareidolie. Oui. La plupart des coïncidences que vous décrivez, finalement, c'est des simples lois statistiques. Que ce soit ce qu'on avait vu avant, les réseaux sociaux, etc. C'est juste parce qu'on n'en a pas conscience. Mais quand on prend une assemblée de 70 personnes et qu'on est statistiquement sûr qu'on est 2 au moins dans cette salle à être nés le même jour, c'est plus de la coïncidence, c'est de la simple statistique dont les gens ne sont pas conscients. Oui, donc là, ça marche mieux ici. Là, c'est un cas de vraie coïncidence, c'est-à-dire qui s'explique vraiment par le hasard, mais j'ai donné aussi plusieurs cas où, en fait, ce n'est pas des coïncidences, mais simplement, il y a quelque chose qu'on ne sait pas qu'il y a derrière, comme l'exemple des oiseaux en Amazonie, par exemple. Alors, moi, je voudrais juste témoigner d'une chouette coïncidence. C'est dommage que Laurence Honora soit pas là pour l'écouter, puisque lors de la précédente édition de Time World sur le temps, j'avais rencontré une personne qui m'avait posé quelque temps après cette question « Pourquoi moi ?» qui est le titre de l'ouvrage donc de Time World de cette année sur le hasard. Et j'y ai repensé quand j'ai lu le livre. Je me suis dit que c'était quand même une très très belle coïncidence. Voilà, je voulais juste dire que là, pour le coup, c'est une très belle coïncidence et je trouve que c'en est une. J'ai pas essayé de trouver d'explication ni de... Voilà, mais voilà, je voulais juste en faire part. Alors pourquoi moi? Je crois que ça a donné le titre de l'ouvrage collectif, mais c'est le titre d'un chapitre de Sébastien Dieguez qui parle demain aussi. C'est le même titre aussi pour sa conférence, je pense. Et ça vient du fait aussi qu'on est beaucoup plus étonné par des choses qui nous arrivent à nous qu'aux autres. Donc pourquoi moi, c'est effectivement une question intéressante du point de vue psychologique. Par exemple, on n'est pas très étonné qu'il y ait des gens qui gagnent au loto. Par contre, quand ça nous arrive, parfois, il y a beaucoup de gens, quand ça leur arrive, ils développent des théories selon lesquelles ils ont été choisis par Dieu ou des choses comme ça. Mais ça arrive régulièrement que des gens gagnent au loto et ça ne nous étonne pas plus que ça. En vous écoutant, j'ai eu la sensation que ce qui distinguait une coïncidence délusionnelle, enfin une coïncidence qui nous induit en erreur, et une coïncidence qui serait plus scientifique ou valide, c'est cette capacité à répéter en fait l'observation et à remettre le système dans les mêmes conditions et à réobserver la même chose, de manière à en gros écarter l'effet purement aléatoire et montrer qu'il y a bien une cause inconnue derrière. Et je me demandais ce que vous
ce que vous pensez de ces situations où on ne peut pas répéter en fait les expériences, comme par exemple l'émergence du Covid. Le Covid n'émerge qu'une fois. Donc tous les éléments de coïncidence qui peuvent être associés à l'émergence du Covid, qu'est-ce que c'est leur statut épistémologique ou leur statut statistique quelque part? Comment est-ce qu'on peut vraiment faire la part des choses quand c'est impossible de répéter l'expérience? Est-ce qu'il y a au niveau statistique quelque chose à faire là? Bon, ça, oui, c'est des cas où, d'après moi, on n'a pas vraiment de théorie rigoureuse, par exemple, juste de ce que ce serait le hasard ou pas. Mais ce que vous me dites, ça me fait penser aussi qu'il faut... Il y a eu un article comme ça qui posait la question de Kahneman, que vous connaissez peut-être, qui est à la fois économiste et psychologue, qui se demandait pourquoi les gens n'arrivent pas à bien distinguer ce qui est arrivé par hasard et ce qui n'est pas arrivé par hasard. Et sa réponse, c'est juste parce que ce n'est pas un problème qu'on peut résoudre, en fait. Il n'y a pas une méthode mathématique qui permet de décider, si vous lancez un dé 10 fois, il n'y a aucun moyen de savoir si ça a été fait par hasard ou pas, de manière certaine. On peut éventuellement avoir des hypothèses. En général, pour qu'on puisse répondre même de manière approximative à la question, il faut avoir des hypothèses sur ce qui se passe si le dé est truqué, donc si ce n'est pas vraiment le hasard. Par exemple, si vous savez que les seuls dés truqués, en fait, ont que des 6, bon, ben là, oui, vous pouvez dire si c'est aléatoire ou pas, mais sinon, quand vous avez une suite, vous ne pouvez pas dire grand-chose. Et quand j'avais cherché, parce qu'il y a un petit bout de temps maintenant, j'avais écrit tout un livre sur le hasard, quand j'avais cherché des définitions formelles du hasard, j'en ai trouvé en mathématiques qui sont presque opérationnelles, c'est-à-dire qu'on peut effectivement utiliser, plus ou moins, mais uniquement pour des événements qui sont répétables à l'infini. Donc en théorie, on peut dire ce que c'est qu'une suite de nombres infinis aléatoires, mais on ne peut pas dire ce que c'est qu'une suite de 5 nombres aléatoires, et alors encore moins, évidemment, un truc qui se produit qu'une fois. Là, il y a des théories, mais plutôt philosophiques que mathématiques là-dessus. Donc pour moi, oui, ça échappe à l'analyse statistique. Après, peut-être que la valeur de cet étonnement face aux coïncidences nous incite à penser, même causalement, sans pouvoir le vérifier statistiquement, mais au moins à tenter de concevoir ces événements singuliers non répétables et à leur donner une salience, même si d'un point de vue statistique, ils ne veulent rien dire, ou ils sont non signifiants à cause d'être singuliers. En fait, en vous écoutant et en écoutant aussi un peu les autres plus scientifiques ce matin, enfin plus dans un domaine plus, je ne vais pas dire que le vôtre n'est pas scientifique, mais j'ai l'impression que le hasard est surtout, enfin l'interprétation qu'on a du hasard est beaucoup due à un biais cognitif un petit peu du cerveau et qu'effectivement on a une tendance à donner du sens aux choses pour avoir des explications. Par exemple, j'ai un exemple qui me vient en tête. Imaginons des feuilles qui tombent d'un arbre. Si une feuille tombe sur une autre feuille, bon, ça va pas être très étonnant. Il y a plein de feuilles, c'est normal qu'une des feuilles tombe sur une autre feuille. Par contre, si elle se superpose parfaitement à une autre, au point qu'on ne puisse plus distinguer l'une de l'autre, pile poil, ça va être une coïncidence qui va nous paraître étonnante. Et peut-être que là, notre cerveau, alors que c'est un hasard pur, notre cerveau va essayer de donner du sens à cet événement-là, et qu'en fait, on est pris à défaut un petit peu par la capacité de notre cerveau à interpréter les choses, ce qui est très utile dans les sciences, comme vous l'avez précisé, mais ce qui parfois nous fait dévier simplement de ce qui est juste une coïncidence, quoi. Oui, tout se passe comme si on avait une sorte de détecteur de structure ou de coïncidence, réglé peut-être un peu trop sensible, mais d'un autre côté, encore une fois, il n'y a pas vraiment de bonne méthode pour savoir. Donc il y a certaines choses qui nous étonnent, alors qu'en fait, quand on fait le calcul, ça ne devrait pas nous étonner si on fait le calcul probabiliste, mais il n'y a pas de méthode pour dire parmi plein de choses qui peuvent se produire, lesquelles ne peuvent pas être dues au hasard. C'est toujours un pari risqué, de toute façon. Donc je ne sais pas si on pourrait faire beaucoup mieux, en fait, que d'être étonné comme on l'est, et en se trompant régulièrement. On a essayé de développer, je pense que peut-être Jean-Paul Delay vous en parlera si sa conférence n'est pas déjà passée. On a développé une manière d'estimer ce qu'on appelle la complexité algorithmique, qui mesure à quel point une série, une suite est structurée.
Et, alors en mélangeant des outils mathématiques et de la psychologie, on a montré que les gens étaient d'autant plus étonnés et pensaient d'autant moins que c'était le hasard que les suites sont peu structurées, donc complexes, ce qui se justifie parfaitement mathématiquement. Maintenant, le problème, c'est qu'on ne peut pas vraiment calculer, si je reprends l'exemple du dé, vous ne pouvez pas calculer à partir de ce qui s'est produit avec votre dé s'il est aléatoire ou pas. Sauf si vous savez ce qui se passe quand il ne l'est pas. Et donc, avec la complexité algorithmique, en gros, on a une sorte de modèle de base où on imagine que si le dé est truqué, alors il peut être truqué n'importe comment, mais d'une manière un peu structurée. Donc, ça veut dire qu'il y a un algorithme derrière. Et si on sait que ça, on peut quand même faire un petit peu de calcul. Et on voit que ça correspond assez bien à la perception humaine. Donc, moi, j'ai plutôt l'impression qu'on n'est pas si mauvais que ça, quoi. Et que simplement, il n'existe pas de méthode parfaite, que la méthode qu'on utilise, c'est probablement pas la meilleure, mais elle n'est pas si mal, et que effectivement, ça conduit à beaucoup d'erreurs, mais il n'y a aucune méthode qui ne conduirait pas à beaucoup d'erreurs, sauf à tout attribuer au hasard. Et ça ferait des erreurs dans l'autre sens, du coup. Ouais, là, c'est l'heure. Merci beaucoup, Monsieur Govrit, pour cette très intéressante conférence. Je vais tenter une petite synthèse de 3 minutes pour que vous ayez de quoi partir sur le fond. Pourquoi les coïncidences nous étonnent-elles? Nicolas Govrit nous a offert d'une part un aperçu de tous les champs où ces coïncidences qui nous étonnent nous surprennent, mais aussi des pistes de réflexion. On s'étonne. D'abord, on s'étonne de choses, de co-occurrences improbables du hasard et pleines de sens, comme on dit, qui sont en fait pas si rares que ça. Tout d'abord, c'est l'exemple qu'il nous a donné de son restaurant au numéro 13 dans le 13e. Mais c'est aussi parce qu'on multiplie les biais de notre côté, des biais qui sont multiples et omniprésents dans notre cognition. On peut penser tout d'abord au fait qu'on sous-estime très fortement la probabilité que certains événements arrivent. Par exemple, la multiplicité des chiffres qu'on peut trouver dans la biographie de quelqu'un. Ici, on pourra faire un grand coucou à Ronald Reagan et ses nombreux 7 dans sa biographie. Et un autre type de biais auquel on peut penser, par exemple, c'est celui de mélanger les statistiques. Nous sommes finalement d'assez mauvais statisticiens. L'exemple typique et assez polémique des vaccins en Israël que nous a donné Nicolas tout à l'heure est assez parleur à ce sujet, puisque nous confondons la probabilité d'être vacciné parmi les malades et les probabilités d'être malade parmi les vaccinés. On peut, dans ce champ-là, confondre le fait qu'il y ait un gagnant au loto et le fait que nous gagnons au loto, qui est extrêmement rare. Bref, nous sommes d'assez mauvais statisticiens et c'est en partie dû au fait que, comme nous l'a très bien dit Nicolas, il n'existe pas du tout de méthode parfaite pour estimer si une coïncidence est due au hasard ou non, pour savoir si elle nous étonne ou non. Mais pour autant, et c'est le dernier point sur lequel je vais vous laisser, les coïncidences nous étonnent parce que c'est aussi un outil d'apprentissage pour nous. C'est en remarquant les coïncidences autour de nos comportements et de notre environnement qu'on renforce nos comportements. C'est l'un des aspects de la théorie behavioriste développée par Skinner et ses collègues. Et que ce soit chez un pigeon ou un humain, c'est un mécanisme très puissant de notre cognition. Et également, il ne faut pas sous-estimer le rôle de la coïncidence dans les découvertes scientifiques de manière omniprésente dans l'histoire. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous remercier de votre attention, de remercier beaucoup, un grand merci à Nicolas Govrit pour son excellente conférence. Je précise d'ailleurs qu'il sera dans les 45 prochaines minutes, dans l'espace de Time World pour dédicacer son livre. Et si vous voulez continuer à vous intéresser aux coïncidences qui étonnent et au hasard de manière générale, vous pourrez par exemple aller voir le replay de la conférence de Jean-Louis Dessal intitulée sur le fruit incomestible du hasard, qui a eu lieu il y a à peine 45 minutes et que vous avez probablement dû rater. Merci beaucoup.